grand-chose, mais celui des stars qu'ils côtoient ou pour lesquels ils ont travaillé. En revanche, oui, ils vivent dans l'ombre des plus grands. Jean Reno, Lara Fabian, Claude François, Johnny Hallyday, Stéphanie de Monaco, Jacques Chirac, même le président, et bien d'autres encore. Ils sont maquilleurs, secrétaires, directeurs artistiques, chauffeurs ou encore cascadeurs. Ils vont venir vous raconter leur vie auprès de ces grandes stars ou de ces personnalités qu'ils côtoient, qu'ils ont côtoyées jour et nuit et dont ils connaissent les moindres petits secrets. Je vous demande de les accueillir tout de suite. Voici tout d'abord Brigitte Delouis, Lara Fabian, Liane Folly, Patrick Sébastien ou encore Stéphanie de Monaco ne jure que par elle. Elle a entièrement dédié sa vie aux stars. Brigitte Delouis est maquilleuse. Et quelle maquilleuse! La voici. Bonjour Brigitte, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai donc cité toutes les grandes stars que vous maquillez, Lara Fabian, Johnny Hallyday, Liane Folly. Dernièrement, c'est Stéphanie de Monaco dont vous vous occupez, la princesse, personnellement, et ce depuis 6 mois. Vous êtes connue dans le métier non seulement pour être une excellente maquilleuse, mais aussi pour faire le travail de transformation qui plaît tant aux téléspectateurs, celui des personnages de Patrick Sébastien. C'est vous qui effectuez donc toutes ces transformations formidables. En voici tout de suite un exemple. Je vais vous les montrer, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Voici Patrick Sébastien, là vous l'avez transformé. Regardez, c'était pour quel personnage? Disons que c'est un début, ça. C'était pour Mitterrand. Oui, pour de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, absolument. Combien de temps ça a pris? C'est extraordinaire, le profil, là. Mais je mets très peu de temps pour faire ça. Je mets en fait 1h15. Là, on voit toute l'évolution. Voilà, toute l'évolution avec et le résultat. Pose de faux crâne. 1h15 pour transformer Patrick Sébastien en en principe, c'est Mitterrand. beaucoup plus longtemps. Mais bon, Patrick est quelqu'un d'assez pressé, il veut que ça aille vite. Il n'aime pas trop le maquillage en plus. Donc, il m'a demandé d'aller très vite. J'ai été obligée de faire des recherches sur les produits qui soient plus facilement applicables, plus rapides. Et donc, au lieu de 3 heures, je mets 1h15. On va en discuter un petit peu plus longuement dans quelques instants, mais je propose d'accueillir notre deuxième invité. Il a été directeur artistique de la plus grande star de la chanson française. Guy Florian va nous raconter sa collaboration, quelquefois houleuse, avec Claude François. Voici Guy Florian. Bonjour Guy Florian. La première fois que... Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez été directeur artistique les 5 dernières années de la vie de Claude François. Oui. De cette grande star de la chanson. J'assume. Vous assumez, je me doute. Vous vous êtes présenté à lui un petit peu comme vous êtes arrivé sur le plateau. Non, pas du tout. Ça lui aurait plu, ça? Non, pas du tout comme ça. Mais disons que c'est un peu le hasard qui a fait les choses. Mais on en reparlera probablement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Claude François? J'ai vécu déjà un rythme qui n'était pas le mien au départ, parce que j'étais un peu cool, n'est-ce pas? Et puis là, j'ai vraiment pris des leçons de vitesse, de danger, de stress. C'est génial, parce que ça, il m'a laissé un stress d'enfer. Oui, toujours. Donc ça garde. Peut-être une rigueur aussi. Ah, vous avez écrit un livre, il s'appelle Claude François et même si tu revenais, aux éditions du Rocher, dans lequel vous racontez notamment comment il s'est adressé à vous pendant de longs mois, sans même vous voir. Et vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants, car c'est assez formidable cette manière de s'adresser aux gens sans vraiment les regarder. Mais ça, vous allez nous l'expliquer. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. La voiture qui filait à 150 km/h dans le film Taxi 1 était conduite par un homme de l'ombre et non pas Sami Nasseri. Romain Thiévin est cascadeur. Il va nous raconter ses collaborations avec divers artistes comme Jean Reno, Gérard Lanvin ou encore Anthony Delon. Bonjour Romain. Vous avez fait vos débuts au cinéma avec Taxi 1, quel film, puis le 2. Vous avez doublé Jean Reno ensuite, Gérard Lanvin, Eddie Mitchell, Anthony Delon, que des grands. Vous avez également travaillé aux États-Unis où vous avez été récompensé. Votre équipe et vous-même avez eu l'Oscar de la meilleure cascade en 2003, ce qui n'est pas rien, venant des Américains qui sont très forts dans les cascades. Vous êtes tout jeune en plus, quel âge avez-vous? 24 ans. 24 ans, déjà vrai. Une si longue carrière. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de cette toute jeune carrière?
C'est plus fort. Ouais, c'est les grosses productions américaines, en fait, puisque j'ai eu la chance de travailler sur le film La mémoire dans la peau, où je doublais Matt Damon avec un ami. On était une grosse équipe et Jean-Claude Agnès, qui était le régleur cascade, nous a permis de nous lâcher dans les rues de Paris et nous a orchestré des scènes assez sympas, notamment remonter les quais en sens inverse à plus de 100 km/h. Ce qu'il ne faut absolument pas imiter, bien sûr. Oui, on va éviter sauter des marches, rouler sur les trottoirs et puis... Et les flics nous applaudissaient en plus, donc c'était assez sympa. Donc ça, c'était plutôt bien en toute légalité. Ouais. Alors, vous nous raconterez dans quelques instants ces cascades merveilleuses qui font notre joie au cinéma ou encore à la télévision. On se demande toujours comment les voitures, elles font pour descendre des marches, justement. On se dit, c'est pas la réalité, il doit y avoir un trucage, mais vous descendez vraiment des marches avec des voitures. Vous nous expliquerez comment vous faites pour doubler aussi toutes ces stars. Quelles stars se font doubler? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à vous? Et puis, vous nous direz aussi comment vous avez fait pour doubler, non pas un homme cette fois, mais une femme. Et c'est Ariel Dombal. Ouais. Vous nous le direz dans quelques instants. Mais je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Peut-être avec Brigitte d'ailleurs qui vous aurait maquillé, qui sait. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Lui aussi a fréquenté et fréquente toujours un des plus grands, et pour ne pas dire le plus grand à l'heure actuelle de la chanson française. Il lui a écrit plus de 170 chansons. J'entends parler bien sûr de notre Johnny national. Toute la musique que j'aime, c'est lui. Michel Mallory va nous raconter sa vie dans l'ombre d'un monstre sacré vivant. Voici Michel Mallory. Michel Mallory, bonjour. Vous avez la chance non seulement d'avoir écrit pour Johnny plusieurs de ses plus belles chansons. 170, c'est vraiment 170 chansons? Oui, je suis recordman. 170, c'est vraiment énorme. Hein. Que des tubes, bien sûr, pour Johnny. Vous le connaissez depuis 35 ans, vous lui écrivez des chansons et en plus vous êtes son ami, vous partagez ses vacances. Oui, ça m'arrive. Je ne sais pas comment dire, mais quand on dit à quelqu'un je suis ami avec Johnny Hallyday, ça fait toujours un peu... Donc je ne le dis pas. Je préfère pas le dire parce que je crois que Johnny a beaucoup de copains. Et puis, je pense qu'il a assez peu d'amis. Je crois il y a trop de doigts sur ma main droite pour compter ses amis. Je pense avoir la chance d'en faire partie. Mais je vous propose d'accueillir maintenant celui qui a été chauffeur particulier de notre actuel président de la République, Jacques Chirac, une profession de l'ombre qu'il a exercée jour et nuit. Et s'il y avait plus d'heures dans une journée, dans une nuit, il l'aurait fait certainement. Il a sacrifié sa vie privée pour Jacques Chirac. Voici Jean-Claude Lomont. Jean-Claude Lomont, vous avez été 25 ans chauffeur de Jacques Chirac. Tout à fait. Vous avez le look adéquat, chauffeur de président, c'est comme ça? Je pense que j'étais quelqu'un qu'on s'entendait très bien. On était 25 ans ensemble. Et c'est un homme vraiment exceptionnel et j'ai beaucoup appris avec lui. Et je pense que je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Et on a souvent dit dans les journaux que Jacques Chirac était très décontracté dans le privé, qu'il se fichait un petit peu de son look. Vous qui êtes bien mis, si je puis dire, est-ce que vous en discutiez de temps en temps? Il y avait des moments de répit comme ça, en dehors du protocole, où on pouvait... Nous étions un couple philosophique, comme on pourrait dire, puisque j'étais tout le temps auprès de lui. Surtout après son grave accident en 1978. Et on a fait 2 fois le tour du monde ensemble et 5 fois le tour de France en campagne électorale. Et de temps en temps, il sortait un petit peu de... Je le voyais en blue jean et tout, et des contracts dans son bureau à la ville de Paris. À Bitty, c'est pareil, quand il descendait en Corrèze. Donc je m'occupais un petit peu de toutes ses affaires personnelles. J'étais tout le temps à côté de lui. On me l'avait demandé parce que Mme Chirac m'avait dit « Si M. Lomont, si mon mari a un autre accident, il ne sera jamais président de la République ». Donc en 1979 jusqu'en 1995, je crois que j'ai fait mon travail. Donc c'est un peu grâce à vous finalement qu'il est devenu président, si on en croit Mme Chirac. Je n'ai fait que mon travail. En tout cas, votre devoir. Vous avez écrit 25 ans avec lui aux éditions Ramsay. Vous allez nous raconter dans quelques instants l'envers du décor des ors de la République avec M. Chirac. Mais je vous propose d'accueillir maintenant celle qui a été secrétaire particulière et aussi confidente d'Édith Piaf. Pendant 12 ans, elle a vécu avec cette grande artiste, le jour, la nuit. Elle a partagé ses passions. Elle va nous raconter ses plus grands souvenirs auprès de celle que tout le monde appelait bien sûr la môme. Voici Danielle Bonnel.
Emmanuelle Bonnel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez partagé le quotidien, les nuits d'une des plus grandes dames de la chanson française, Édith Piaf. Vous la connaissez certainement mieux que quiconque. Vous étiez bien plus que son assistante, sa secrétaire, vous étiez son amie. Vous avez partagé ses joies, ses peines, ses moments de dépression aussi. Vous avez écrit avec votre mari, l'accordéoniste, son accordéoniste, avec lequel vous vous êtes marié, puisque vous étiez éperdument amoureux de lui, pardon. Lapsus, je ne sais pas. Hein, oui, on pourra en discuter. De ce couple que vous formiez certainement avec elle. Vous avez donc écrit Édith Piaf, Le temps d'une vie aux éditions Fallois. Comment est-ce que c'était la vie avec Édith Piaf? C'était merveilleux, sinon je ne serais pas restée si longtemps. Je l'ai connue 25 ans, mais je suis restée son employée pendant les 12 dernières années de sa vie, jusqu'à la dernière seconde. Vous partiez en tournée avec elle. Hein. Ah oui, partout. C'était 6 mois aux États-Unis. Vous faisiez vraiment partie de sa vie. Il nous est arrivé de partir 1 an et demi. 1 an et demi? Ah oui, alors là, nous vivions en famille. Quel statut vous aviez auprès d'elle? Vous faisiez aussi la cuisine, je crois? Oh ben, on vivait en famille. Je faisais la cuisine pour mon mari. Et comme ça l'arrangeait, elle n'avait pas le droit d'aller faire des excès, aller au restaurant. Eh ben, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas le droit? Oh ben, c'était pas bon pour sa santé. Parce que moi, je l'ai connue dans la mauvaise période, si vous voulez, après la mort de Cerdan. Enfin, je suis devenue son employée après la mort de Cerdan. Et c'est au moment où les douleurs, les rhumatismes l'ont envahi. Enfin, ça a été affreux. Et là, c'est pourquoi la vie a été magnifique et très dure par moments, parce qu'il y a eu des moments pénibles, évidemment. Quel sentiment vous éprouviez justement en étant toujours avec elle, non seulement à son là, service, je devenais sa mère, là, je devenais j'avais un instinct maternel pour elle, elle souffrait, et comme je l'aimais beaucoup, c'était une amie en même temps. Vous n'en avez jamais souffert, vous, personnellement, un petit peu étouffée par cette grande star? Non, parce que je ne l'ai pas vue comme quelqu'un qui m'étouffait. Non, je gardais ma personnalité et tout, on discutait. Elle ne vous en demandait jamais trop? Parfois, mais elle prenait sur... Mais comme mon mari travaillait avec elle, elle me prenait 24 heures sur 24, mais nous habitions la plupart du temps ensemble. Même à Paris, quand elle était malade, je restais près d'elle au boulevard Lannes et mon mari restait aussi. Donc ma vie de famille restait possible. Mais avec elle. Alors on verra tout au long de cette émission si c'est possible de dire non à une star pour laquelle on travaille. Ça vous fait rire, Michel Mallory? Oui. On peut dire non à Johnny? Oui, c'est assez difficile parce qu'il vous pose la question autant de fois qu'il faut pour que vous disiez oui. Alors, oui. Puis il vous appelle à 4 h du matin pour vous le demander. Et il vous appelle à 4 h du matin en vous disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis à 4 h du matin, je danse, comme tout le monde, quoi. Je veux dire. Et on dit oui. Jean-Claude Lomont, est-ce que le président vous appelait souvent la nuit pour vous dire « Jean-Claude, hop, à cheval » ? Ça m'est arrivé, mais moi, la différence de vous, c'est que j'étais des fois, pour raison de sécurité, de dire à M. Chirac non. Parce que quand vous faites des stages... Comment ça, on peut dire non au président de la République? C'est votre responsabilité. Quand vous avez fait des stages antiterroristes, vous avez fait des stages de glace pour sa sécurité, qu'on va au Mans faire certaines choses pour sa sécurité. Donc les professionnels de la sécurité, d'ailleurs je pense qu'il y a quelqu'un ici qui pourra prouver mes paroles, c'est de faire comprendre qu'il y a des choses que la personnalité, il faut lui dire, monsieur, il ne faut pas faire ça. Est-ce que globalement, vous demandez souvent, le président vous demandez souvent d'aller un petit peu plus vite que la normale? Ça, c'est à nous de... C'est-à-dire le vrai problème de la sécurité automobile... Dites la vérité. J'avais un compteur que je ne regardais pas toujours. Il n'y avait pas encore les radars automatiques à l'époque. Une chose qu'il faut se dire, c'est les années 60-70, on roulait vraiment comme des dingues. On arrivait à une vitesse vraiment excessive. C'est la raison pour laquelle on faisait des stages au Mans. Donc après, on a été obligé de faire un peu plus attention. Et quand Jacques Chirac est devenu président de la République, il m'a dit « Lomont, maintenant c'est terminé, plus de feu, on grille plus rien, on roule normalement. » Rassurez-moi, vous ne vous êtes jamais pris quand même pour Romain Thiévin dans Taxi 1. Il y a eu un soir où on avait un dîner un peu en retard, il me dit « Grillez celui-là discrètement. »
C'est vrai que je réponds à M. Chirac, c'est vrai que monsieur, avec une voiture de 5 mètres, ça, c'est vrai qu'on va être discret. Hein. Vous êtes déjà fait arrêter par la police? Ah, bien sûr. Oh, mais ça devait... Attendez, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. M. Chirac descend sa glace et il dit « Excusez-moi de vous avoir dérangé. » Et on part. C'est des petites fautes enfantines. Oui, mais qui peuvent être dangereuses. Heureusement, il y a prescription, bien sûr, puisque vous nous dites que le président... C'était à moi d'éviter que ça aille trop loin, c'est-à-dire vous êtes responsable et c'est à vous de prendre vos responsabilités et faire extrêmement attention. Vous savez, on a une tension nerveuse vraiment exceptionnelle. Il faut avoir une hygiène de vie exceptionnelle et on apprend dans les stages comment il faut manger, boire, faire très attention... Parce qu'il y a des choses qu'il faut... On apprend à manger et à boire, ça c'est bien. Pourquoi? Attendez, pas de repas trop gras le midi pour pas s'endormir au volant. Il faut faire très attention, c'est-à-dire que interdit, et 2 heures avant de prendre un véhicule, vous ne buvez plus d'eau, surtout pour ne pas avoir une envie. Vous ne pouvez pas dire à la personnalité « Ah, j'ai envie de faire pipi, je dois m'arrêter. » Ça n'est jamais arrivé. Mais tout ça, c'est un métier. Ah, si, une fois, c'était en Corrèze, j'allais sur Limoges, on revenait, et c'est la seule fois que je lui ai dit « Monsieur, là, vraiment, je ne peux plus. » Et il me dit « Lomon, ça tombe bien, moi non plus. » Du coup, on a tout fait tous les deux. Voilà. Alors, à vous écouter, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous regardez aujourd'hui, mais on a le sentiment qu'on retrouve là bien notre président, même si on ne le connaît pas aussi bien que vous, évidemment. Ouais. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de connaître les petites manies des stars que vous avez fréquentées. Il en a des petites manies, Monsieur Chirac? Il a sous ses petites manies, c'est un homme très courtois, c'est un homme qui aime vraiment ce qu'il fait, et c'est vraiment dans son fond intérieur. Il n'a pas besoin de, que l'on dit, il n'a pas besoin d'aller plus loin de ce qu'il a. Il est naturel. Mais dans le naturel, justement, est-ce qu'il y a des choses qu'il aime bien faire? Est-ce qu'il est maniaque de certaines choses? Il est très maniaque. Oui. Il a appris au départ, c'est comme ça, Lomon. Vous avez compris. Oui. Il n'aime pas répéter. Il parle qu'il appelle souvent sa femme au téléphone, c'est vrai? Très souvent, oui, tout à fait. C'était tout à fait exact. Bon, après, quand il y a eu conversation auquel vous assistiez? Quand vous êtes dans l'automobile, c'est lui qui appelle tout le temps, souvent sa femme, oui, toujours. Où c'est que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Ci, cela. Mais Jacques, vous savez bien. Toujours, hein? Non, mais il téléphone souvent, c'était une habitude. Bon, après, quand Claude a pris la responsabilité de sa communication, parce que je l'ai connue, elle avait 8 ans. Alors, hein, bon. Ne dites pas que vous l'avez fait sauter sur vos genoux. Alors, Claude? Oui. J'ai acheté ses premières chaussures parce que j'étais dans un magasin, place Victor Hugo. Elle me disait « Ah, je voudrais ça, monsieur Lomon, je voudrais ça. » Allez, j'ai acheté sa paire de chaussures. Brigitte, vous, est-ce que vous avez déjà eu des exigences extraordinaires de la part des stars que vous avez maquillées ou que vous maquillez? Pas extraordinaire, des exigences dans le style... Bon, comme on est très très près d'eux et qu'on est souvent dans les loges avec eux pour les préparer, évidemment, il y a certaines personnes qui demandent l'humidificateur pour la voix quand ce sont des chanteuses à voix. Lara, par exemple, il lui faut toujours son humidificateur avec elle. Et s'il n'y est pas l'humidificateur, elle s'énerve? Elle le demande, oui. Elle le demande parce que pour elle, c'est très important. Sa voix, pour elle, c'est primordial. Donc ça, c'est important. Voilà, ça. Bon, puis d'autres, c'est des bougies parfumées dans la loge. Liane Folly, par exemple, elle aimait ça. Sylvie Vartan aussi, des petites bougies parfumées. Bon, Patrick, lui, c'est toujours ses cafés, ses cigarettes. Ça va, c'est rien d'exorbitant. Non, rien de... Voilà. Est-ce que Claude François avait aussi beaucoup de manies quelles sont celles qui vous frappent le plus a posteriori? D'abord, je veux dire, il avait toujours des manies, bien sûr, mais même, par exemple, on allait en studio d'enregistrement, il fallait qu'on ait une valise, naturellement, où il y avait tous les dossiers qui concernaient les chansons que nous allions enregistrer. Donc, ça comportait la maquette du disque, la partition, enfin, tout ce qui est les textes, les divers textes, parce qu'il y avait 15 textes qui se bousculaient là-dedans. Et puis, particulièrement, il y avait des trucs absolument aberrants. Il y avait une petite trousse où il devait y avoir 3 crayons noirs avec des gommes, des stylos à billes et des stylos feutres. Et s'il manquait un stylo, Claude était capable de foutre un souk infernal et de quitter la séance. C'était quoi, de la superstition, de manie de l'ordre?
Oui, il y avait ça. Il était très maniaque, il était très hypochondriaque. Je veux dire je le dis souvent, mais c'est vrai que rentrer dans son bureau enrhumé, c'était un attentat, quoi. Je veux dire, pourquoi oui, mais ça, par contre, je peux le comprendre. Bon, il vous aspergeait avec une bombe à 7 ans. Ah oui, mais oui, mais ça, je peux comprendre. Écoutez, c'est des gens qui vivent avec leur voix. Et d'ailleurs, Michel Mallory me dira pas le contraire. Arriver avec un gros mouchoir en disant « Oh, bonjour, Claude, je vais te enrhumer, mais je vais te faire de la bise. » Bon, c'est vachement sympa, quand même, comme truc. Alors que vous avez une tournée derrière, des enregistrements, etc. Bon, on peut comprendre aussi ça. Mais si vous voulez, c'est vrai que Claude était quand même assez exceptionnel sur le plan de ce côté hypochondriaque, maniaque, etc. Ce qui était bien aussi, parce qu'il ne supportait pas le laisser aller des gens qui avaient autour de lui. Il était très exigeant envers lui-même, donc il était très exigeant envers les autres, ce qui est normal. On a beaucoup dit qu'il était parano. Oui. Enfin, oui, t'as raison. Vous l'avez connu aussi, bien sûr, Michel Mallory. J'ai écrit pas mal de chansons pour lui, je l'ai connu. Et lesquelles rappelez-nous-les, ça nous fait un Oh non, mais ça n'a pas été des chansons qui ont vraiment marqué, mais Claude est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné ma première chance de faire une tournée. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un sur scène qui avait autant de rigueur et de professionnalisme. Mais en dehors de ça, dans la vie, il était chiant, comme c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'il avait de plus chiant, comme vous dites? Il téléphonait à 2 h du matin pour changer un mot. Ça aurait pu attendre là. Non, il fallait changer le mot. Il n'allait pas dormir si le mot n'avait pas été changé. Mais en même temps, il était capable, Guy vous le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure, de générosité absolument étonnante, quoi. Et lorsqu'on était... Un jour, je racontais ça à Guy tout à l'heure, un jour, je me trouve dans un dîner de chasse avec celui qui allait devenir le président Giscard d'Estaing, qui était simplement ministre des Finances. Et à ce moment-là, tous les gens qui étaient dans ce dîner de chasse commencent à taper sur Claude François. Pourquoi Et alors moi, ça m'embêtait parce que je connaissais Claude, et ça m'embêtait aussi parce qu'on tapait sur mon métier. Et j'ai dit à ces gens-là, je ne vous citerai pas tous les gens qui étaient là, mais j'ai dit à ces gens-là que Claude avait monté une maison de disques, qu'il avait monté un journal, qu'il avait créé un parfum, qu'il créait des emplois, et que c'était un espèce de Français absolument plus qu'honorable. Et Claude a appris ça plus tard. Il a été extrêmement touché. Il est venu me voir, il m'a dit « Tu ne veux pas savoir ce que ça m'a fait plaisir. » Voilà. Il n'a pas voté Giscard, peut-être, après. Claude François avait aussi d'autres manies. Il paraît qu'il y avait des interphones dans toutes les pièces pour écouter tout le monde. Il laissait des notes de service incroyables. Oui, il y avait un côté Sliver, il y avait un côté... oui, effectivement, c'est Big Brother, un peu, quand on arrivait chez lui. Mais tout au moins, moi, j'ai appris ça au fur et à mesure quand je suis rentré. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Claude m'avait espionné la première fois que j'étais venu chez lui. En fait, j'étais venu présenter des chansons avec un garçon. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé la première fois. Il ne vous regardait pas en plus, il ne vous parlait pas. Mais si vous voulez, bon, en fait, moi, j'avais déjà eu un contact avec cette maison. Et moi, je me rappelle que j'avais présenté des chansons sans rencontrer Claude. Mais j'avais rencontré, sans le savoir, parce qu'il m'observait à travers une caméra. Et donc, j'avais naturellement, présentant mes chansons, dansé comme Claude. Et ça, je ne le savais pas. Bon. Quelques années plus tard, il advient que je deviens son directeur artistique. Et il n'arrêtait pas de me dire « mais il paraît que tu m'imites très très bien, etc. » et tout ça. Bon, alors, je me disais « mais comment il sait ça? C'est pas possible, il m'a pas vu, etc. » Je savais, mais si, fais-le. Alors, ça, c'était très dangereux de faire ça. Hein. Si, fais-le, allez, il paraît que tu m'imites, etc. Non, moi, pas du tout, pas du tout, etc. Bon. Donc, si vous voulez, Claude, en fait, aimait savoir ce qu'il y avait toujours autour de lui. Alors, il y avait effectivement les interphones, il y avait la caméra qui était... Bon, c'est une caméra, mais c'est un peu Comment normal. Ça, une caméra? Oui, il y avait une caméra qui était dans l'escalier, donc il savait les gens qui restaient, je sais pas, 3 heures aux toilettes au lieu d'aller travailler. Attendez, il râlait après? Il râlait, oui, non, bien sûr, oui, aussi. Mais alors, je vais vous donner une anecdote. Alors là, je ne sais pas si ça va faire plaisir à l'entourage, mais de toute façon, c'est humain. On vient de parler des envies de faire pipi. Bon, un jour, Claude descend, il avait envie d'aller aux toilettes. Bon. Et il y avait, c'était à l'inter-étage. Donc, il va aux toilettes. Et puis, il nous l'a raconté après. Il est dans les toilettes et il était un peu gêné parce qu'il voulait être très discret. Et à ce moment-là, il y a deux filles du secrétariat, bon, des fans, etc., qui viennent, qui commencent à se maquiller devant la glace, etc. Lui était coincé dans les toilettes et tout. Et puis ça continuait, je te parle, mon petit copain et tout ça. Et l'autre était coincé dans ses toilettes, etc. Il n'en pouvait plus. Et tout à coup, Claude a explosé la porte, il les a virés, il les a poussés dans l'escalier, etc. Ils n'en revenaient pas, il était en train de se rhabiller. Bon. Oui, il y avait ce truc-là. Bon, alors en fin de compte, il y avait les caméras, cette caméra qu'il avait sur... Alors il y avait un petit écran monitor sous son bureau, naturellement, qui voyait les allers
allées et venues des gens qui venaient, etc. Et puis il y a les interphones. Bon, interphone, c'est normal, dans tous les bureaux, ça existe. Hein. Je veux dire, on appuie sur l'interphone pour écouter un peu ce qui se passe. Bon, moi, je savais non, très ça bien... n'existe pas dans tous les bureaux. Mais enfin, non, non, mais ça, oui, ça c'est vrai, ça n'existe plus d'ailleurs. Et donc, en fait, Claude aimait bien écouter les trucs. Alors moi, le premier truc que je faisais, j'arrivais avec des dossiers, etc. Je foutais mes dossiers sur l'interphone. Et puis je commençais à téléphoner, etc. Alors d'un coup, j'entendais... C'est génial. Alors, moi, je ne me suis pas écouté, je continuais à téléphoner, etc. Alors je l'ouvrais. Imbécile, est-ce que tu peux? Bon, oui, c'était ça. Ah, excuse-moi, Claude Jérémy. Oui, je sais, etc. Bon, on faisait exprès qu'on s'amusait un petit peu avec lui aussi. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il n'était pas parfois difficile de vivre dans l'ombre d'une star, à savoir qu'on se dit que certaines choses sont dues à nous et que finalement on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ça. Je pense à vous par exemple qui êtes cascadeur, vous êtes à l'origine de certaines scènes au cinéma et vous dites que finalement on ne vous le rend pas, ça. Ouais, je pense que le cinéma, enfin, un comédien, c'est là pour faire rêver. Et nous, notre métier, c'est de faire rêver aussi à travers notre action. Et pour moi, c'est comme un magicien qui ne doit pas révéler son tour de magie, sinon il n'est plus du tout magique. Mais Romain, j'ai appris par exemple que votre nom n'est pas au générique. Ça dépend. C'est vrai que quelquefois, c'est le nom de l'équipe et ce n'est pas le nom du cascadeur qui est au générique. C'est quand vous entendez les comédiens qui disent « Oh là là, ce rôle, c'était vraiment terriblement éprouvant ». C'est pas un petit peu difficile d'entendre ça? Oui, c'est vrai qu'il y a des comédiens qui s'approprient nos actions, c'est sûr. Non, on va pas dire non, mais c'est vrai qu'on va comparer avec le cinéma américain. C'est vrai que le cinéma américain, comme c'est un cinéma d'action, les cascadeurs sont mis en avant et c'est pour ça qu'on a été à Los Angeles et qu'on a été récompensé pour nos cascades. Et c'était intéressant, enfin c'était très agréable de voir que Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger ou Quentin Tarantino viennent nous féliciter, viennent nous taper dans l'épaule pour nous dire bravo pour ce que vous avez fait, quoi. Ça n'existe pas. Non mais les Français viennent pas vous voir pour vous dire super... Si, sur le tournage, sur les tournages, si, mais après c'est vrai que c'est le comédien qui doit être mis en avant. Michel Mallory, vous avez écrit beaucoup de chansons, 170, donc je le disais, pour Johnny Hallyday. Est-ce que c'est pas difficile, quelquefois, aussi, de les écrire pour quelqu'un qui va briller avec les mots que vous avez écrits pour lui? Est-ce que quelquefois, c'est un peu frustrant? Non, moi, je trouve pas. Je pense que quand on est auteur ou compositeur, il faut admettre et accepter le fait que eh bien, on sera toujours un homme de l'ombre. Donc moi, ça me convient parfaitement bien. Je veux dire, la gloire dans l'anonymat, je pense que c'est quelque chose qui me convient à moi. Et vos enfants, votre femme, tout ça, votre entourage, le conçoit aussi bien que vous? Là, c'est autre chose. Je ne sais pas, si vous voulez, maintenant, un auteur-compositeur ne passe plus par des tierces personnes, notamment par un éditeur. On est devenus des techniciens. C'est-à-dire, j'ai un studio chez moi, je fais ce qu'on appelle des pré-productions, des maquettes, qui ressemble étrangement au disque qui va être fait. Donc mes enfants ou ma femme m'entend chanter, me dit mais merde, c'est vachement bien, pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis pas Hallyday, c'est tout. Mais il faut admettre cette chose-là. Nous sommes derrière celui qui est devant ou celle qui est devant. Et il faut en accepter l'augure. Et moi, ça me convient parfaitement. Brigitte, vous vouliez dire... Oui, qu'on contribuait au succès, à l'image. C'est particulièrement vrai chez une maquilleuse, parce que quand on voit l'évolution du look des stars, souvent beaucoup d'émissions de télévision s'amusent à le faire. Quelle évolution, et toutes ces stars vous le doivent aussi à vous, ainsi qu'à vos En même temps, moi, je sais que rester dans l'ombre, ça me convient bien aussi, parce que je préfère être derrière la caméra que devant. Et ça, vraiment, c'est un choix que j'ai fait et je suis ravie de l'avoir fait, quoi. Daniel, est-ce qu'elle parlait de vous, Édith Piaf? Ah non. Jamais? Oh bah non, elle n'avait pas de raison de le faire. Bah, peut-être un peu que si, quand même. Oh bah, elle n'allait pas dire aux lumières ou au son, Daniel, bonne... Oh. Mais est-ce que quelque part, elle vous a jamais remercié à la fin d'un spectacle ou Oh bah, c'était un remerciement perpétuel, c'est-à-dire... c'est pas pareil que de le dire sur scène, hein, devant le public. Ah non, sur scène, non, jamais. Est-ce que vous auriez au fond de vous-même aimé? Oh, j'aurais pas voulu, du reste, j'aurais pas aimé ça. Non? Non. J'avais eu mon heure de vedettariat pendant 30 ans. Quand j'ai travaillé pour Edith, ça faisait 30 ans que je faisais ce métier. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, jusqu'à 33 ans, 34 ans, quand je suis rentrée avec elle complètement. J'avais eu mon temps de vedettariat, de spot et de bravo. Non, je suis rentrée tout à fait dans l'ombre avec plaisir. Vous étiez vous-même artiste? Ah oui, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Vous étiez danseuse, hein? D'abord, par le cinéma, j'ai commencé. Mon premier film. Alors, j'ai fait l'ouverture de l'Empire, c'est comme premier spectacle de musical à 3 ans et demi. Comme Jacques Martin, quoi. Bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, je voulais savoir, il doit bien vous arriver un moment où vous tombez malade et si la personne pour laquelle vous travaillez a besoin de vous à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe?
J'ai une réponse, moi. Moi, un jour, j'étais tellement déprimé, etc. Et tout. Puis j'avais déjà fait des malaises et tout, tellement j'étais fatigué, quoi. Je veux dire, les 35 heures, c'est 35 heures par jour chez nous. Hein. Et donc, je me retrouve en clinique. Et et Claude m'envoie un télégramme. Et le télégramme que j'ai d'ailleurs perdu, c'était c'est fini les vacances. Ça fait plaisir. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une hygiène de vie, voilà, et de ne pas faire n'importe quoi, de manger correctement pour éviter d'être malade. Et puis c'est vrai que quand on est obligé de faire quelque chose, eh ben, on est beaucoup moins malade. Hein. Alors justement, il y a la maladie, puis il y a la vie privée aussi. Est-ce qu'on peut avoir une vie privée dans l'ombre d'une sœur Brigitte? Moi, j'ai fait le choix de ne jamais me marier et de ne jamais avoir d'enfants. Pour ces stars? Parce que j'ai toujours passé ma vie professionnelle avant ma vie privée. Voilà. Incroyable. Ça. Et je ne regrette rien du tout parce que j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai voyagé à travers le monde dans des conditions merveilleuses avec des gens fantastiques. J'ai rencontré plein de gens et formidable, quoi. Alors, donc je ne regrette rien. Mais peut-être parce que j'étais pas suffisamment maternelle pour avoir envie d'avoir un enfant, ou peut-être parce que j'avais pas trouvé l'homme de ma vie qui faisait que je voulais un enfant. Il n'y a aucun moment dans votre vie où vous regrettez, justement. Il y a bien quand même des soirs où vous ne travaillez pas, vous rentrez chez vous, vous êtes toute seule. Bah, enfin, je ne suis pas toute seule. Oui, enfin, je me doute. Enfin, bon, en tout cas, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant. Non. Et ça, je ne l'ai jamais regretté. J'ai fait le même choix qu'elle, d'ailleurs. Moi, j'ai pas eu d'enfant. C'est un choix de ma part, parce que j'ai été marié une première fois, je suis marié une seconde fois maintenant, et j'espère pour le pire, et le meilleur aussi. Mais je veux dire que... Vous avez mis le pire avant, quand même. Non, mais le pire, je ne sais pas si ça vient de Claude François, ça, mais... C'est le pire pour elle, hein, c'est le pire pour elle, parce qu'elle est formidable. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est aussi un choix, parce que moi, j'ai pas pu, je veux dire, assumer, je pouvais déjà assumer difficilement mes mariages et mon mariage, et c'est vrai que les enfants, bon, bah, c'est pas venu, c'était pas une grande envie, mais je pense que malgré tout, j'aurais pas été un très très bon père, parce que ce métier... Je remonte la moyenne, moi. S'ils n'ont pas d'enfants, moi, j'ai la moyenne, moi. Lui, il a remonté on va en parler, hein, d'ailleurs, Non, mais si vous voulez, c'est vrai que bon, on peut avoir ce choix-là aussi, mais c'est difficile d'avoir une vie privée. Et je crois que puis il y a des tentations aussi, il faut le dire. Hein, moi, je suis honnête aussi. Hein. Pourquoi avec Claude François, il y avait beaucoup de tentations, il y avait beaucoup de femmes autour de Claude. Moi, je me rappelle, il y a une fille qui a frappé à la porte de ma chambre jusqu'à 5 h du matin. Hein, et j'ai laissé sortir à la fin, comme tu connais l'histoire. Il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, Michel Mallory, c'est que il paraît que Johnny Hallyday a demandé à rencontrer votre épouse. Oui, j'ai divorcé une fois, et j'ai eu un divorce un peu long et difficile. J'avais une première femme qui était assez têtue, donc ça a pris 11 ans. Et, effectivement. Et donc, à un moment donné, mais nos familles étaient très impliquées. Johnny est le parrain d'une de mes filles, Sylvie est la marraine d'une autre de mes filles. Nous partions en vacances ensemble. La vie de famille était un petit peu impliquée. Et puis un jour, j'ai dit à Johnny que Johnny vient me voir tous les ans en Corse avec son bateau. Et un jour, je lui dis, tu sais, je pense que je vais refaire ma vie avec Nathalie. Alors il m'a dit, ah bon? Et quand il est arrivé chez moi, donc il a rencontré Nathalie, il m'a dit, ça ne te dérange pas si je discute un peu avec elle? Non. Okay. Ils sont montés sur la terrasse chez moi, ils sont restés pendant 1 heure, il est descendu, il a fait, je suis d'accord. Oh Michel Mallory, s'il avait dit qu'il n'était pas d'accord, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est un sacré cas de conscience. On sait à quel point Johnny Hallyday, les copains sont importants pour lui. Oui, là, vraiment, de toute façon, il a toujours des gestes comme ça, que ce soit lui ou même Laetitia, qui est une fille formidable, qui a toujours le petit mot. Mais je ne sais pas comment vous dire. S'il n'avait pas été d'accord, je me serais quand même posé des questions, parce que Johnny a un pif. Tout le monde le sait, c'est un radar. Vous lui dites jamais non, finalement, hein, Johnny. Hein? C'est pas que je ne dis pas, je me bats. Je ne me rends pas tout de suite, mais des fois, il faut que... Je ne sais pas, mais moi aussi, je demande la même chose. Hein. Il a eu des femmes, entre guillemets, dans sa vie que j'ai jamais voulu rencontrer. Et sur Laetitia, vous avez donné votre consentement? Oh là là, tout de suite, oui. Daniel Bonnel, vous avez une vie privée très spéciale, finalement, aux côtés d'Édith Piaf. Oui, parce que... Vous n'avez pas eu d'enfant? Bah non, ça aussi a été un choix, comme Brigitte. Je me suis mariée un peu à cause d'Édith, du reste, avec mon mari.
Ça a été, elle a eu raison. Grâce à cause, vous avez dit. Hein. Oui, oui. Mais ça a été, elle a eu raison parce que ça a duré 52 ans d'un mariage parfait. En fait, c'était son accordéoniste. Oui. Vous étiez très amoureux. Oui, alors ça nous a permis de vivre ensemble, justement. Mais elle vous a convaincu de l'épouser. Oui. Enfin, surtout lui, d'ailleurs. Lui. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui a dit exactement? Elle lui a dit, tu ne retrouveras jamais une fille comme ça, je la connais depuis très longtemps, passe pas à côté de ça. Puis comme ça, elle gardait tout le monde sous sa coupe aussi, hein, peut-être, non? Alors, j'ai continué à danser quand même. Alors, j'étais à New York, il était à Las Vegas, on était séparés souvent. Et un beau jour, elle m'a dit, il y en a assez maintenant, écoute, tu vas laisser tomber la danse, c'est pas possible. J'ai besoin de toi. Et puis, vous avez sacrifié la danse pour elle? Oui, j'ai tout sacrifié pour elle. Mais quand on est au quotidien avec une star, est-ce qu'il y a toujours autant de charisme pour qu'on en arrive à sacrifier sa vie personnelle, sa passion pour la danse? Elle était irrésistible. Et puis, il faut dire que j'étais très amoureuse de mon mari, et lui de moi. Ça nous arrangeait aussi, parce que ça nous permettait de voyager ensemble, d'être dans les plus beaux hôtels, les plus grands palaces, tout ça avec elle. Elle avait son clan, Robert Chauvigny, son pianiste, chef d'orchestre, Loulou Barillet, qui était son impresario, mon mari, et après, elle et moi. Alors, nous étions les 4 piliers de la sagesse, vraiment, pour elle. Les gens très solides, aussi disciplinés les uns que les autres, aussi sains, parce que elle pouvait faire n'importe quelle bêtise, mais nous, c'était discipliné et tout. Alors, évidemment, ça la rassurait. C'était son côté... sur eux, je peux me reposer. Oui, peut-être que toutes les stars, d'ailleurs, ont besoin de piliers avoir comme un ça. enfant, c'était pas possible. On restait des fois un an et demi partis. Ça a été un cas de conscience, justement, les enfants? Mais quand on aime un homme à ce point, oui. Ne pas avoir d'enfant, quand même? Il faut choisir. Mon mariage n'aurait jamais duré. Comment vous auriez pu amener ce bébé et le faire voyager? Ça aurait été un bébé non, nomade. avec Edith, c'était pas possible d'avoir en voyage un bébé. Oh. Ni bébé, ni chien. Rien. Ah, des chiens, si, moi j'en ai 3. Bah oui, mais elle, c'était... C'est elle qui disait ça, ni bébé, ni chien? Ah bah non, mais moi je le sais. Oui. Parce que Théo Sarapo lui a donné comme dernier cadeau de Noël un petit caniche. Qui est-ce qui a eu le caniche? C'est... Va voir maman, c'était moi maman. Puis je promenais... Bon, j'étais ravie parce que j'ai gardé ma petite Sophie, je l'ai gardée jusqu'à sa mort. Mais c'est pour dire, non, rien ne l'intéressait, sorti de la chanson. Par contre, il y avait un lapin en peluche qui était important? Ah oui, bon, ça c'est fait partie c'est Loulou Barillet qui lui avait offert un lapin en peluche. Et quand nous étions en convalescence à Richebourg. Et elle s'est prise d'un amour fou pour ce lapin en peluche. Elle en a fait une fixation, presque une croyance. Un doudou, et alors le lapin suivait partout, dans les loges, à la maison. Tout. Et puis voilà que le dernier soir de l'Olympia, à ce moment-là, un fan a profité des départs, vous savez, le jour du départ, la dernière, et il a piqué le lapin. Alors moi, en faisant les bagages, je m'aperçois que le lapin a disparu. Catastrophe. Elle s'en est pas aperçue parce qu'en rentrant boulevard Lannes, elle s'est couchée et tout. Elle n'a pas fait attention. Mais alors le lendemain matin, je me suis pointée à 9h du matin à l'ouverture du Nain Bleu. C'était là où le lapin avait été acheté. Alors, mais voilà qu'il n'y avait plus le lapin en question. Il n'y en avait plus Il avait été acheté quelque temps auparavant. Il n'y en avait plus en magasin. Oh là là, ils ont vu que j'étais tellement catastrophée. Je leur ai expliqué pour qui c'était. Ils sont allés dans les réserves, ils en ont retrouvé un seul qui restait. Coup de chance, le même. Mais propre, impeccable, alors que le lapin était dans un état lamentable. Ah, alors panique. Je suis rentrée boulevard, mais Edith dormait assez tard, forcément, elle se couchait tard. Alors, je suis rentrée boulevard Lannes, il devait être 10h, 11h30, 11h, je ne sais pas. J'ai frotté le lapin par terre, je lui ai mis du rouge à lèvres, je me suis... et j'ai remis en douce... En allant réveiller Edith, j'ai remis le lapin dans la chambre. Elle ne s'est jamais aperçue de rien. Vous ne lui avez jamais rien dit? Jamais. Non, le plus beau, c'est que le lapin dort avec elle dans son tombeau. Je l'ai mis avec elle dans sa tombe en allant le jour de l'enterrement. Et c'est pas le vrai, mais enfin, c'est... En tout cas, il est là. C'est maintenant, à mon avis. Oui, elle m'en veut pas, j'espère. Elle m'en veut pas. Jean-Claude Lomont, on parlait de vie privée tout à l'heure. Quand on est le chauffeur du président de la République, je suppose qu'on travaille 24 sur 24. Vous n'avez pas de vie privée. Le vrai problème... Et votre lit, c'était lequel, en fait? C'était un peu la voiture, non? C'était l'automobile. Et des deux côtés, ce qu'il faut savoir, que j'ai ressenti en écoutant, c'est les mêmes choses à mon niveau. C'est-à-dire que vous êtes pris dans un engrenage au bout de quelques années et vous avez votre drogue et vous avez ce qu'on appelle... Votre drogue, vous devenez indispensable. Il y a un problème, on appelle l'aumône.
il y a un petit souci, on Vous appelle avez déjà l'homo. été malade, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'être malade quand on est le chauffeur du président? Justement, j'ai eu la chance de ne jamais être malade. Oui. J'ai eu des maux de tête, j'ai eu des moments où il fallait prendre des cachets pour digérer, ou quelquefois dormir 1 heure en chien de fusil, comme on dit, derrière la limousine. Mais je veux dire par là, non. Il n'y a aucun moment où c'est... Attendez, quand on dort 1 heure en chien de fusil, comme vous dites, à l'arrière d'une voiture, ça doit être épuisant au bout de 25 ans. C'est des grandes voitures. C'est des grandes voitures. Bref, quand même. Vous n'êtes pas chez vous, on a envie de rentrer de temps en temps. C'est choix. Que voulez-vous faire? Vous êtes pris dans un système où lui, par exemple, ça m'est arrivé de lui dire, monsieur, je suis fatigué. Il me dit, écoutez, vous dormirez dans l'avion. Brigitte? On est un peu leur maman, leur amie, leur sœur, leur confident. On est tout, quoi. On devient pas indispensable vraiment, parce que nul est indispensable, mais ils se reposent beaucoup sur nous parce qu'on est là en permanence et qu'ils ne sont pas forcément avec leur mère, avec leur père, avec leurs amis au moment où ils en ont besoin. Et on est là pour faire le tampon, quoi. Et il faut une santé exceptionnelle, c'est vrai. Jean-Claude Lomont, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que naturellement, vous avez beaucoup fréquenté le président, l'Élysée, et puis aussi les autres chauffeurs. Oui. Et en période de cohabitation, vous avez beaucoup fréquenté le chauffeur de François Mitterrand. Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu. Quand le chauffeur de Chirac rencontre le chauffeur de Mitterrand en pleine cohabitation, ça doit donner quand même. Comme disait quelqu'un, on se raconte des histoires de chauffeurs. C'est quoi les histoires? Je dirais simplement, quand j'arrivais à l'Élysée, j'allais prendre mon petit café, le chauffeur de Mitterrand m'attendait. On discutait de certaines choses et on avait des petits secrets intimes, des observations qu'il entendait, qui me disaient. On avait un petit peu nos petits secrets tous les deux, qui est tout à fait normal. Quand vous arrivez à ce niveau-là, que vous entendez beaucoup de conversations, Mais Jean-Claude Lomont, vous avez signé quelque chose, un devoir de réserve ou quoi que ce soit. Mais ça me paraît hallucinant que vous rencontriez le chauffeur de Mitterrand et que vous saviez tout sur tout, quoi. Vous pouvez parler à partir du moment qu'il y a eu un tiers, que des gens étaient présents. Là, vous pouvez répéter. Mais tout ce qui est privé, moi, par exemple, quand je suis parti de l'Élysée, je suis resté 40 minutes dans son bureau en tête-à-tête, on avait des explications à avoir entre nous. On s'est parlé normalement, mais ça, on ne dit jamais. Dans un bureau de président, ça ne sort pas du bureau du président. Par contre, quand son secrétaire général est arrivé, son directeur de cabinet, là, je peux dire, on a discuté 3 choses, ça c'est possible. Mais sinon, vous ne dites rien. Puis c'est vous, c'est votre vie. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ça serait une question sur Claude François. J'étais une grande admiratrice de Claude François. J'allais souvent à ses concerts. Et je voulais savoir, ma question, c'est comment Claude François gérait toutes ses fans, parce qu'il avait beaucoup de fans. On m'a même dit que beaucoup de fans l'attendaient dans sa chambre d'hôtel, l'attendaient chez lui, devant chez lui, partout. Il avait énormément de fans. Et vous voulez savoir quoi, en fait, avec ses fans? Je voulais savoir comment il gérait tout. Eh bien, il y en avait une pour le lundi, une pour le mardi. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Elle est coquine, hein? De toute façon, moi, je ne connais rien de tout ça, moi. Vous savez, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit, hein, moi. Mais non, mais je crois que Claude, effectivement, gérait très, très bien tout ça, dans la mesure où, quand vous dites lundi, le mardi, le mercredi, je me demande si ce n'était pas à peu près ça aussi. Et en fait, non, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les fans étaient dans un système hiérarchique. Si vous voulez, il y avait les fans favorites, il y avait les fans de second choix, il y avait les fans de troisième choix. Comment ça? C'est terrible ce que vous dites. Oui, non, mais absolument. Il y avait les fans qui avaient le droit de l'embrasser le long de la voie, dans la rue, sur la voie. Quand il s'arrêtait au carrefour, il y avait une fan qui était en première position, deuxième position, troisième position, et qui l'embrassait à chaque feu rouge. Non, mais attendez, ça allait plus loin que ça. C'est-à-dire que ces fans-là, en plus, ce n'étaient pas des filles qui étaient arrivées par hasard au 122 boulevard Exelmans. C'est des filles, quelquefois, qui travaillaient avec lui toute la journée. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Et elles étaient capables de travailler 8 heures avec Claude, de parler, de collaborer normalement, de se faire engueuler ou de ne pas se faire engueuler. Et puis, au lieu de rentrer chez elles à 8 heures du soir, eh bien, elles arrivaient devant la porte du bureau, elles attendaient Claude comme des vrais fans. Et elles attendaient d'embrasser Claude pour sortir et courir après la voiture. Alors après, il y avait les fans qui avaient le droit d'aller... plus loin. Oui, plus loin. Oui, un peu plus bas, même d'ailleurs. Je modère mes mots, n'est-ce pas? C'est-à-dire plus bas dans le boulevard Exelmans, c'est-à-dire au 46, nous étions au 122, donc c'est beaucoup plus bas, effectivement. Et là, alors il y avait des fans qui attendaient le soir, qui attendaient la nuit, mais ces fans-là aussi nous poursuivaient au restaurant, alors qu'elles nous voyaient toute la journée. Oui, mais enfin, pour répondre très concrètement à la question de cette dame, il ne se passait rien, quoi. C'était juste des fans.
Moi, vous savez, quand ils attendaient dans la chambre d'hôtel. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Oh, quelle chambre d'hôtel? Il y avait beaucoup de chambres d'hôtel, vous savez, il y en a énormément. Hein. C'est qu'on avait une chambre d'hôtel, effectivement, qu'on travaillait toujours avec nous, ça c'est sûr. Ça, on avait toujours une chambre d'hôtel à proximité. Mais, on peut dire que Claude François était un homme à femme, en tout cas, c'était un séducteur. C'était un homme à femme et affable, les deux. Romain Thiévin, vous avez, vous, doublé une femme, je le disais, Ariane Dombal. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Moi, j'aurais aimé la doubler. Hein, en fait, c'est vrai que mes collègues cascadeurs sont un peu moins fins physiquement que moi, donc il y a Parce qu'elle est très mince. Hein, oui, très mince, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cascadeurs femmes. Donc, on m'a fait faire un tailleur fuchsia sur mesure, une belle perruque. Et quand le réalisateur est venu me présenter Eddie Mitchell, puisque j'emmenais Eddie Mitchell dans une voiture, il m'a regardé avec des yeux, il a dit c'est lui là qui va m'emmener en sens inverse là, avec la voiture. Comment sont les stars avec vous justement? Comment est-ce qu'on porte? Ça va, nous on est dans des scènes d'action donc, où la comédie est légère, donc ils n'ont pas besoin de se concentrer non plus énormément, et donc ils sont faciles d'accès. Et c'est vrai qu'on travaille... On est avec eux, on les côtoie dans les loges au niveau des maquillages ou de la coiffure. Et dans ces moments-là, ils sont très agréables. Et voilà, on n'a aucun souci avec eux. Et au contraire, des fois, ils viennent nous voir, ils sont impressionnés de ce qu'on fait. Par contre, il y en a d'autres qui vont être un peu jaloux parce qu'ils vont dire « ouais, mais ça, j'aurais pu le faire ». Donc, ils vont aller voir le réalisateur, ils vont mal le prendre. C'est une question d'assurance, souvent aussi. Oui, souvent, mais c'est vrai qu'ils sont un peu... Michel Mallory, tout à l'heure, vous disiez des fois, Johnny Hallyday est chiant. Non, je parlais de Claude François. Oui. Non. Non. C'était au tout début de l'émission, vous vous souvenez? Enfin, je voulais dire que Johnny est quelqu'un par rapport à tous les personnages dont j'ai entendu parler ce soir. Et Brigitte, Brigitte peut affirmer, confirmer en tout cas ce que je veux dire. Johnny n'a pas d'humidificateur, de machin. Lui, il a un paquet de... Il ne fait pas de vocalise. Donc, il n'y a pas de tic, de machin, de trucs. Bon, il a une espèce de rituel relativement simple. Je veux dire, maquillage, coiffeur, bon. Mais il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas il ne peut être chiant, en fait, qu'à partir du moment où ça touche intimement son côté professionnel. C'est-à-dire, si quelque chose ne se passe pas bien au niveau de la lumière, de la sono, des musiciens ou des choses comme ça, je pense qu'après, on entend parler du voyage quand même. Il paraît qu'il y a une anecdote amusante qui s'est produite en 1974 avec un pompiste. Ah oui, ça, c'est assez difficile à croire. Oui. À ce moment-là, j'avais chanté une chanson qui s'appelait « Le Cowboy d'Aubervilliers » et j'avais dû faire royalement 2 télévisions, quoi. Et on était en tournée, et alors j'étais le seul avec lui en voiture. On avait une voiture qui passait totalement inaperçue. C'était une blanche. Oui. Il manquait le truc de pompier, et puis c'est bon. Et on avait fait le spectacle dans l'Est, et puis le lendemain, on avait relâche. Et il me dit, tu veux qu'on reste ici dans l'Est? Et si on allait directement à Strasbourg, après le spectacle? J'ai dit, on est 2 à conduire, partons. Alors il conduit évidemment le premier, comme ça il pouvait dormir après. Alors moi, je ne peux pas dormir pendant qu'il conduit, parce qu'il conduit trop vite pour moi. Et puis, à un moment donné, fatigué, il me dit, mais tu prends le volant. Et je prends le volant. Mais il n'y avait pas toutes ces autoroutes que nous avons maintenant. Il n'y avait pas ces stations de service où on se sert tout seul. Et à 50 km de Strasbourg, je vois que la voiture, qui faisait... je vois que l'aiguille est dans le rouge. Je m'arrête pour prendre de l'essence. Il y a un mec qui se lève, un peu endormi. Il devait être 4 heures du matin. Et qui commence à me poser des questions sur la voiture, le nombre de chevaux, évidemment, j'ignore et tout. Et à ce moment-là, Johnny se réveille, ouvre la portière et descend. Alors, regarde le pompiste, il fait les toilettes, s'il vous plaît. Le mec lui fait là-bas, monsieur, là-bas, c'est là-bas, tertiaire. Et il dit, il y a un appareil, il y a un distributeur de café, tout ça. Et Johnny y va. Et puis, 5 minutes après, il revient, puisque c'était lui qui payait l'essence. Et il commence à discuter avec le type. Et moi, je vais chercher des machins, je vais aux toilettes aussi. Et quand je reviens, Johnny est au volant. Et je monte dans la voiture, et Johnny éclate de rire. Il me dit, tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Je dis, non, je sais pas, mais tu as l'air de bien te marrer. Il me dit, le mec m'a demandé si tu étais bien Michel Mallory. Il y avait une chance sur 1 milliard. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec lui? Mais je dis, je suis son chauffeur, évidemment.
C'est authentique. Voilà qui doit plaire à vos enfants, justement. Oui, ça les fait beaucoup rire. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ces stars, finalement, quand on oublie tout et quand on ne pense plus qu'à une seule chose, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté en un mot, s'il fallait le résumer, ce qu'elles vous ont apporté. Danielle Bonnel. Tellement de choses, tellement de bonheur, en somme. De bonheur et d'aventure. J'ai vécu à travers elles une vie extraordinaire. Et j'ai malheureusement eu le privilège de rester avec elles jusqu'au dernier moment. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas, qui marquent toute une vie, de fidélité et d'amour. Moi, j'ai... Guy Florian, en un mot, qu'est-ce que Claude François vous a apporté? Il a rajouté un peu de folie à la mienne. C'est un peu ça. Brigitte Delouis, qu'est-ce que vos stars vous ont apporté? Ça m'a permis de m'exprimer, de m'extérioriser, ce que je n'étais pas quand j'étais plus jeune. J'étais plutôt timide, renfermée, réservée. Et ça m'a permis quand même d'aller au-delà de tout ça. Et ça m'a aussi apporté énormément de satisfaction, énormément de bons moments, quoi. Romain Thiévin. Oui, c'est vrai que de les côtoyer, je peux raconter des anecdotes de tournage, c'est toujours sympa. Michel Mallory. Il a réussi à être le frère que je n'ai jamais eu. Son frère, donc. Votre frère. Et vous, Jean-Claude Lemont, par rapport à Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il vous a apporté? S'il y avait un seul mot, là aussi? Je pourrais dire ça pourrait être mon père. Merci à tous et à toutes d'être venus nous raconter votre vie à l'ombre de ces stars. Merci. Merci à vous et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.